Bienvenue à tous pour ce premier numéro de l'émission Hypermonde, l'émission consacrée aux littératures de l'imaginaire. Pour cette première, nous devions un honneur un petit peu à 1001 libraires de parler, pourquoi pas, du livre et de la place du livre donc dans les littératures de l'imaginaire, la représentation du livre dans la science-fiction. Pour en parler avec moi, tout d'abord un libraire fait de chair et de sang, Frédéric Thuet, qui sévit à l'Odyssée à Saint-Malo. Et dans le deuxième volet de l'émission, l'auteur, entre autres, de La Horde du Contrevent, Alain Damasio. J'espère que vous êtes prêts au décollage. C'est parti, nous allons en direction des hypermondes. Merci Frédéric Thuet de prendre place à mes côtés dans notre vaisseau. Merci à vous. Voilà. Donc le livre est un élément souvent anecdotique dans les littératures de l'imaginaire. On le croise, on le rencontre. Ça peut être un vieux grimoire qui sort de la poussière, du grenier de mamie, et qui va précipiter son héros dans l'aventure. Il y a déjà un genre où il a une évocation mystérieuse, c'est peut-être dans le fantastique, genre où la réalité tangible est perturbée par des phénomènes, on va dire, paranormaux. Donc le livre peut être une source d'inquiétude et de mystère et nous avions envie tous les deux d'ouvrir avec un livre qui nous a marqué, qui est emblématique de ce que représente le livre dans l'imaginaire, La Maison des Feuilles. Je vous laisse en parler, Frédéric. Merci. Ouais, La Maison des Feuilles, c'est vraiment... Alors c'est un livre total, c'est une œuvre énorme. Déjà, c'est un livre-objet, c'est-à-dire que c'est un livre qu'on peut retourner, qu'on peut mettre à l'envers, parce que vous avez plein de récits qui s'entrecroisent. Alors pour faire simple, l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui va trouver chez un aveugle qui est mort un livre dans lequel on parle d'un film qui n'existe pas. Oui. Mais par contre, tout est présenté de manière réelle. Et donc le film raconte la découverte donc, par un réalisateur d'une maison dans laquelle il se passe des choses plutôt curieuses. Alors, c'est pas une maison hantée, c'est une maison en fait, le réalisateur va découvrir que la dimension intérieure de la maison n'est pas la même qu'à l'extérieur. Alors déjà, il y a la scène où vraiment il se rend compte que les mesures intérieures ne correspondent pas à celles de l'extérieur. Moi, j'ai déjà eu un petit frisson dans le dos. J'ai trouvé ça vraiment Oui. assez glaçant. Et donc après, voilà, il y a toute une histoire où il va explorer la maison. Donc il y a des couloirs qui vont se créer. Il y a des portes qui vont apparaître du jour au lendemain. Qui donnent sur des couloirs dont on n'imagine pas d'où ils sortent. Absolument. Dans lesquels on entend une sorte de rumeur, un grondement. On ne sait pas trop si c'est animal ou machine. C'est assez glaçant. Et puis, moi, ce qui m'a marqué aussi, il y a une scène vraiment où il descend d'un escalier énorme en colimaçon et ça n'en finit pas. Ils se perdent dans l'obscurité. Enfin, c'est énorme. Alors, bon, il y a vraiment la trame qui est... Oui, ça c'est vraiment l'histoire de cette maison, finalement, qui pourrait faire 200 mètres carrés, où vous pouvez découvrir au détour d'un couloir ou autre que finalement, il peut y avoir une cave, un couloir et peut-être un labyrinthe et un espace infini. Mais c'est vrai que dedans, il y a donc un livre. Alors oui, il y a un livre déjà, c'est un format assez large. Il y a plusieurs récits. Donc il y a le récit donc, de l'homme qui va trouver le livre, il y a le récit du livre, il y a des lettres, il y a des documents, il y a des listes. Alors au début, c'est un petit peu... faut quand même se plonger dedans, ça peut être agaçant. C'est comme une œuvre d'art moderne. Oui. Vous êtes devant une œuvre de Soulages. Si vous n'avez pas le mode d'emploi, ça fait un peu bizarre. Après, si vous faites l'effort de concentration, vous rentrez dedans. Et là, c'est vraiment un voyage incroyable, quoi. Ouais, concrètement, c'est une construction labyrinthique. Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'on ouvre... C'est à l'image de la trame. Voilà, et on peut faire vraiment des jeux de va-et-vient. Moi, je me souviens d'aller-retour complet, c'est-à-dire on remonte 30 pages. Ah oui, complètement. Et il faut faire machine arrière en retournant le livre parce qu'il a écrit dans l'autre sens. Ouais. Donc on a un livre-objet pur. Mais à l'intérieur même de l'histoire, il y a aussi ce livre, ce fameux livre, qui moi aussi m'a donné de bonne chair de poule, on va dire. Oui, voilà, vraiment. C'est quand même un livre de terreur, faut
faut le dire. Après, il y a une dimension psychologique, c'est pas du Stephen King, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Mais effectivement, rien que la construction avec les changements de typo, de caractère, de paragraphes, et à un moment, le récit, il y a un récit qui prend l'importance sur l'autre, puis après on revient au récit principal. Enfin, c'est... Oui, La Maison du Feuille, c'est une expérience littéraire. Enfin, moi, j'ai jamais connu un livre comme ça, Ouais. sincèrement. Et ce qu'il y a d'intéressant, voilà, c'est que tout s'initie par un livre maudit. Oui, Dans la Maison des oui. Feuilles. Moi, j'ai gardé en tête cette image du héros qui va trouver ce livre et où il va le retrouver à côté d'un homme figé, les ongles qui ont lacéré le plancher. Et finalement, donc le livre maudit que l'on découvre est à l'initiative de ce livre aux portes, aux entrées. Oui, Et on trouve comme ça de nombreux livres maudits en fait. quelque part, ça respecte les codes de la littérature fantastique. Voilà. On va parler de Lovecraft tout à l'heure. Oui, voilà. Et bon, bah, c'est sans doute oui, un hommage direct. Oui, oui, parce que Lovecraft, voilà, comme on en parle déjà, donc c'est un auteur aussi de fantastique du début du XXe siècle qui s'est largement fait connaître pour avoir influencé aujourd'hui tous les gothiques. Ah ben, et tout le cinéma énormément, la musique, Ouais. la littérature, c'est... Oui, Et, et donc il a construit l'ensemble de son œuvre à partir donc de nouvelles, de romans qui ont tout en fait un univers commun, mythologique, de monstres complètement effrayants avec des noms pas possibles à la Yog-Sothoth, à la Cthulhu, qui apparaissent au détour d'une porte également, d'un angle. Et donc après ça, vous ne dormez plus la nuit, il faut vous rassurer. Et donc évidemment, derrière ce mystère, ce monde inconnu, il y a aussi un livre qu'on l'on trouve et qui apparaît quelquefois dans une nouvelle qui est évoquée, qui s'appelle, alors il a un nom extraordinaire aussi, moi oui, j'aime beaucoup, oui, le nom est extraordinaire. le Necronomicon. Alors déjà toute une ambiance, donc là il faut resituer, donc ça a été écrit par un arabe fou, le livre a disparu, il a été réécrit, il a été repris, donc finalement ce que l'on en sait de ce livre, c'est assez peu de choses, c'est-à-dire soit ça va être un livre d'incantation, on va avoir le mystère de la mythologie, finalement on sait assez peu de choses pour imaginer suffisamment de choses, voilà, et se faire peur soi-même. Et alors j'avais relevé une petite phrase du livre qui vraiment peut faire comprendre la nature de l'ouvrage. N'est pas mort ce qui a jamais dort et au cours des siècles peut mourir même la mort. Oui, oui, c'est... Voilà. C'est culte. Voilà, donc toutes les littératures de l'imaginaire, il faut être clair, sont complètement arrogantes, puisque dans les littératures de l'imaginaire, on peut tuer la mort. Oui. Voilà. Mais ce qui est bien avec le Necronomicon, c'est que c'est quelque chose que Lovecraft a mis en place progressivement, effectivement, dans les premières nouvelles. Il commence à en parler. Et puis ça devient un livre récurrent. Donc à chaque fois on retrouve, donc ça permet de créer comme ça sa mythologie. Et puis des fois dans certaines scènes, il mélange le Necronomicon avec d'autres livres qui ont réellement existé, donc il crée le doute. Et en fait le Necronomicon c'est quelque chose qui a finalement échappé à Lovecraft, une création qui lui a échappé, à tel point que il arrive encore dans des librairies que des gens rentrent et vous demandent bonjour, est-ce que vous avez le Necronomicon ? Et donc, un éditeur bienveillant a édité un Oui, Necronomicon. oui, tout à fait. Parce Il qu'il s'est n'aurait dit pas quand même, manqué l'occasion. il y a peut-être moyen de se faire des sous, là, Un ça fait petit 100 peu, ans qu'on en parle. ça serait bien. Et ça, oui, ça c'est vraiment... c'est unique dans la littérature. Hein. Et Lovecraft le disait bien, il a même un moment pensé qu'il pourrait écrire un faux, mais il avait en fait aucune connaissance en sciences occultes, en magie noire, etc. Donc du coup, il ne l'a pas fait. Mais je pense que oui, il y avait moyen aussi de faire quelque chose à cette époque-là. Oui, non, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est toute la part laissée à sa propre imagination Oui. pour se figurer. Voilà, c'est vraiment là le bon équilibre. Il a juste donné des petites pistes suffisantes pour se faire peur soi-même. Et, Absolument, c'est tout l'art de Lovecraft, c'est l'indicible, c'est-à-dire il fait pas des descriptions gore, c'est vraiment, il suggère. Donc c'est des chuchotements, c'est des chants qu'on entend dans le lointain, c'est un reflet de lune un peu bizarre. C'est comme ça qu'il crée l'angoisse, la tension. Et ça, oui, c'est typiquement Lovecraft. Ouais. Donc c'est vrai que le livre, là, pour l'instant, dans les littératures de l'imaginaire, on en a une idée plutôt négative, mais ça s'arrange pas, en fait. Il n'y a pas que dans le fantastique. Oui et non, oui et non. On va voir ça. En fait, ça peut être aussi une valeur refuge. Oui, mais
Tu avais pensé à un Oui. grand classique. Donc le grand classique, c'est Fahrenheit 451. Oui, on ne pouvait pas éviter. Hein. Voilà. Voilà. Bon, donc, Sinon, pour des libraires, oui, on allait quand être même. ridicule hein, quand Bon. même. Donc ça, c'est vraiment le grand classique de science-fiction qui est même étudié au collège. Alors, bon, l'histoire, c'est simple, hein, c'est dans un univers totalitaire. Les œuvres d'art sont bannies, particulièrement les livres, et ça met en scène un pompier qui n'est pas chargé d'éteindre les incendies, mais d'en créer et pour faire des autodafés, donc pour brûler des livres. Sauf qu'un jour, la tentation va être de lire un livre. Malheur. Et là, effectivement, c'est totalement subversif. Et en même temps, donc c'est pas forcément négatif parce que pour Bradbury, le livre, c'est une valeur refuge, c'est une porte vers la liberté, vers la poésie. Et donc c'est pas si négatif que ça. Non, c'est quand même... Non, c'est évidemment un espace de liberté. Oui, Ça peut être cet complètement. espace-là dans la science-fiction Oui. finalement. Et donc c'est vrai que dans les univers totalitaires, comme vous l'indiquez, où... Ah bah oui, le livre est toujours subversif, ça c'est sûr. voilà. Donc il y avait dans 1984, donc qui a été écrit avant Fahrenheit 451. Donc là aussi c'est un univers totalitaire. Bon, 1984 c'est beaucoup plus noir, beaucoup plus violent comme texte. Mais le livre aussi est subversif puisque le narrateur va mettre la main sur un livre qui est censé être écrit par un dissident du régime. Et en fait, ce livre est un piège, justement, pour attraper ceux qui se rebellent. Donc encore une fois, oui, le livre en tant qu'objet subversif. Oui, on le retrouve. Il y a également l'ouvrage assez récent de Werner Wenge, Rainbow's End, qui reprend en fait la trame de Bradbury dans Fahrenheit. Sauf qu'au lieu de faire des autodafés, Werner Wenge était un spécialiste des nanotechnologies, du monde du virtuel et de l'internet, du cyber. Et donc, au lieu de faire des autodafés, parce que bon, ça prend de la place, ça consume, les ouvrages évidemment sont numérisés. Et le personnage central du roman va se rendre compte que la numérisation utilisée donc pour les ouvrages de la bibliothèque universitaire détruit les ouvrages. Voilà, donc on se retrouve sur une nouvelle forme d'autodafé, de disparition du savoir. Et donc évidemment, ce cher Robert Gu, qui après avoir connu une étape difficile, c'est-à-dire qu'il a été atteint de la maladie d'Alzheimer et a recouvré la mémoire grâce aux nanotechnologies, mais cette fois en 2025. Et donc lui, sa connaissance du livre est une connaissance archaïque, c'est le livre papier, c'est encore le livre symbolique comme objet de savoir et de transmission. Et donc quand il va découvrir finalement cette disparition des ouvrages, il va décider de rentrer en résistance avec quelques condisciples. Et finalement, l'intérêt aussi de cet ouvrage, donc où là, encore une fois, on est sur le livre, espace de liberté pour l'homme, on arrive aussi sur les premières... représentation de ce que pourrait devenir le livre du futur. Parce que quand même, si on parle de science-fiction, on attend de savoir à quoi va pouvoir ressembler ce livre. Et donc là, finalement, après avoir regardé sur différents ouvrages, on a été un petit peu déçus. Oui. En fait, dans beaucoup de romans de science-fiction, le livre reste le livre. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de passerelles vers de nouvelles technologies. Ça reste assez classique. Non, on est sur des tablettes, on est ou sur... sur des espèces d'avatars de disquettes, suivant l'époque où on a écrit le livre, tout à fait. Oui, il y a même dans Dune, il évoque des bobines. Oui. C'est intéressant. Donc finalement, les auteurs de science-fiction sont assez décevants sur cette vision du livre. La seule chose évidemment qu'on peut retrouver, c'est une idée plutôt de livre intuitif. Donc au moment où on parcourt l'ouvrage, où on se familiarise avec l'ouvrage, il va petit à petit apprendre à connaître son lecteur et à l'amener vers des univers plus personnels et ne va pas attendre finalement que nous découvrions le livre va s'adapter. Et donc ça, c'est quand même dans Dune, hein, il faut respecter les classiques. Et donc finalement, le personnage, Wana, quand il va ouvrir les passages favoris de l'ouvrage, va se retrouver face à
aux ouvrages aussi favoris de la personne qui lui était chère. Et finalement, là, on retrouve ce livre qui peut devenir un lieu d'inquiétude, un lieu de mystère, mais là, c'est lié finalement à la technologie et à ce que pourrait devenir le livre plus tard. Mais bon, il est vrai que quand même, à part du papier, de la feuille électronique, de la bobine, de la tablette, eh Ouais, bien, il y a encore beaucoup à faire. voilà. Et finalement, le livre-objet, comme l'a conçu Danielewski, reste encore... C'est assez rare, c'est expérimental. Il y a encore plein de choses à faire. On peut rêver d'un livre où il y a une participation sur Internet, par exemple, avec des hypertextes. Un livre qui soit multiformat, pourquoi pas, avec de la vidéo, de l'image. Bon, il y a vraiment encore... Oui, oui. Donc finalement, la science-fiction n'a pas encore tout inventé, hein. Non, non, il nous Laisse reste- encore un petit peu de place Oui, oui, heureusement. à notre imagination. Donc voilà, c'est déjà pour un panorama de ce que peut être le livre dans les littératures de l'imaginaire. Euh, Moi, je voulais terminer cette émission quand même en faisant parler le libraire de l'Odyssée de Saint-Malo. Merci à vous. Et donc, je vous avais indiqué que ça serait peut-être une bonne idée de nous parler d'un coup de cœur, d'un livre qui vous a plu dans l'esprit de l'émission autour des littératures de l'imaginaire. Donc, je vous laisse la place. Oui, alors en fait, j'ai repensé à un gros coup de cœur que j'ai eu quand j'étais plus jeune, à savoir Robert Silverberg, qui est vraiment un des grands auteurs de science-fiction de l'âge d'or, et un livre qui est moins connu, qui s'appelle Le Livre des crânes, qui pourtant fait partie de ses meilleurs livres, d'ailleurs qu'il a écrit dans la période où il était le plus inspiré. Et Le Livre des crânes, c'est quoi? C'est l'histoire d'une bande d'étudiants aux États-Unis qui vont mettre la main sur un manuscrit assez mystérieux dans la bibliothèque universitaire. Et dans ce livre, il est question d'un monastère qui serait quelque part, je crois, au Mexique. Et dans ce monastère, les moines auraient l'immortalité. Et du coup, cette bande de jeunes copains va partir en voyage à la découverte de ce monastère. En fait, il y a très peu de fantastique dans le roman, pas du tout science-fiction. C'est vraiment un roman initiatique, parce qu'au cours du voyage, on va découvrir que chaque personnage a un passé tourmenté, qu'il a caché quelque chose, qu'il a refoulé. Tout ça va ressurgir au gré de l'aventure, les amitiés vont pas mal souffrir, et au final, bon, ça va pas très très bien se passer le voyage. Ah, mais j'espère bien, sinon. Bon, je raconte pas la fin. La Non, fin non, non. est vraiment belle, elle est très réussie. C'était pas évident de finir un livre comme ça. Et oui, vraiment, Le Livre des crânes, c'est un grand classique de Silverberg à découvrir. C'est un auteur énorme, hein. Robert Silverberg, c'est vraiment peut-être un des 5 plus grands auteurs de science-fiction, toutes époques confondues. Et est-ce que, qu'on soit amateur, qu'on soit déjà un gros lecteur de littérature de l'imaginaire ou pas du tout, est-ce que c'est vraiment pour tout public? Oui, Est-ce c'est que... vraiment tout public parce qu'il y a du suspense, il y a une grande dimension psychologique. Le fantastique est vraiment, c'est juste un cadre en fait. Donc, ah oui, non, vraiment un amateur de polar, de romans psychologiques, d'histoire d'amour même, peut se régaler. Ouais. D'accord. Et donc, on le trouve dans les rayonnages Oui, oui, c'est à c'est en l'Odyssée. livre de poche, je l'ai, il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, vous pouvez aller à Saint-Malo, hein, passer un petit Voilà. week-end, profiter. Vous achèterez un guide de voyage sur place Oui, oui, il y a ce avec qu'il le faut. livre des crânes. Et juste pour une petite actualité, peut-être à venir à la librairie à Saint-Malo. Oui, alors complètement différent, plus breton cette fois. Je vais recevoir un auteur qui s'appelle Jacques Josse. Ce sera le samedi 12 février à partir de 17h. C'est pour les dédicaces et lectures de son roman qui s'appelle Chloé au port aux éditions Quidam. Et c'est l'histoire, en fait, ça se passe dans une petite commune, on ne sait pas laquelle, mais une petite commune de bord de mer en Bretagne. Et c'est l'histoire d'un vieux capitaine, en fait, qui n'a plus l'occasion de naviguer, qui n'a plus de navire. Et il passe son temps entre faire l'aller-retour entre le cimetière et le bistrot et l'océan. Et il raconte ses anecdotes à tout va. Et puis il y a plein de personnages pittoresques. Enfin, c'est un régal. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une écriture très poétique, très sensible. Vraiment, à lire ce livre, on ressent, on a le goût du sel sur les lèvres. Enfin, c'est vraiment très bien. Très bien, très bien. Donc, on pourra vous retrouver donc à Saint-Malo quand je vous aurai déposé de notre vaisseau radiophonique toujours en direction des hypermondes. Nous allons donc continuer notre voyage et cette fois aller retrouver un auteur, Alain Damasio, pour La Horde du Contrevent, ouvrage livre-objet, et surtout aller voir le rêveur qu'il est pour nous parler du livre du futur. Donc à tout de suite. On sort immédiatement. La pluie va arriver très vite. Écoutez-moi, on compte en gouttes. Horst et Karst, vous prenez les traîneaux avec Barbac. En Boudel, je veux Léarc à gauche et Steppe à droite.
Si l'on s'écroule devant, Erg, Talveg et Firost, vous étayez. Si le fer cale, le pack se rapproche et bloque la reculade. Illico, jusqu'à ce qu'on ait le jus pour relancer. Si le bloc gicle, couchez-vous et refoutez-vous en formation en rampant jusqu'à ce que je gueule debout. Les crocs. Juste un conseil. Quand la première vague va débouler, le réflexe, on l'a tous fait, vous ferez la connerie comme nous, c'est d'ouvrir la bouche. Si vous voulez crever, ça reste la meilleure idée. Sinon, si vous la bouclez, ça prolongera votre espérance de vie jusqu'à la deuxième vague. Pigé? Oui. Cherchez plus à respirer. Apnée, apnée, apnée. À partir de la seconde où on passe ce portique, il n'y a plus que 2 personnes que vous pouvez écouter. Orochi et moi. Ah, la voix de Golgoth haranguant sa troupe. Bon, rassurez-vous, chers auditeurs, Golgoth restera sage tout le long de l'émission. Il est un des personnages du roman La Horde du Contrevent, dont j'accueille l'auteur aujourd'hui. Bienvenue dans Hypermonde, Alain Damasio. Bonjour. C'est votre travail d'écriture pour La Horde du Contrevent qui m'a interpellé et donné envie d'entendre votre réflexion, votre vision du livre à venir. Et donc merci de venir parler et rêver ensemble du livre du futur. Donc avant de commencer, je pensais qu'il était plutôt important peut-être de faire un petit rappel sur le contenu de la Horde et donc de nous rappeler, autant demander à l'auteur, de nous rappeler succinctement l'histoire de la Horde du Contrevent. Ah bah c'est très simple, c'est une histoire qui est très simple et linéaire dans sa construction, puisque c'est l'histoire de 23 personnages qui remontent sur une planète saignée de rafales et de vents féroces, et qui remontent à contre-vent jusqu'à chercher l'origine du vent tout au bout en extrême amont, quoi. Donc c'est l'histoire de cette quête de ces 23 personnages. D'accord. Et donc ils sont menés par Golgoth et sa voix... Golgoth le traceur, donc celui qui cherche la trace, c'est-à-dire le meilleur endroit où passer dans les défilés, dans les canyons, par les montagnes, etc. Les endroits où le vent va être un peu moins féroce et permettre à la Horde de progresser. Donc c'est le chercheur de traces, quoi. C'est le traceur, et c'est lui qui a la plus grande puissance physique et qui remorque derrière lui toute la troupe, quoi. Voilà. Et donc, en plus du thème assez inattendu et original, vous avez cherché à construire aussi un roman un petit peu différent, puisque ce qu'il y a d'intéressant quand on découvre pour la première fois la Horde du Contrevent, c'est surtout l'idée qu'on va dépasser un peu les limites formelles de l'écriture. Alors c'est-à-dire, par exemple, quand la Horde, dirigée par Golgoth, remonte les vents, les lecteurs, eux, remontent les pages, car vous avez inversé la numérotation. Il y a le vent aussi qui possède son propre langage, fait de virgules, de ponctuation, d'espaces vides. Et donc ce qui est intéressant, c'est finalement quelle a été l'idée de s'interroger sur la forme du roman à partir de cette idée et de bousculer un peu les codes d'écriture et le cadre formel. Bah oui, parce que en fait le principe, on a la chance d'être en littérature de l'imaginaire, c'est-à-dire on a une liberté quasi absolue, on peut aller très loin, et ça me paraissait complètement naturel que en fait le vent soit traduit par des signes de ponctuation, par une rythmique qui soit celle des virgules, des points-virgules, des apostrophes, des tirets longs, etc. C'est le rythme naturel de l'écriture, de la phrase longue, ce qu'on appelle la période. Et par rapport à ça, donc ça me paraissait naturel vraiment de retraduire ça directement et très physiquement dans le livre, en ayant des passages où on a de la ponctuation pure comme ça, notamment quand les personnages meurent, quand on apprend à noter le vent, quoi. Donc on a une sorte comme ça de partition uniquement à travers la ponctuation. Ça m'intéressait beaucoup, mais j'étais très intéressé par les mouvements lettristes justement qui travaillent là-dessus, et c'est l'envie de se porter aux limites du livre-objet, aux limites de ce que peut le livre en tant qu'objet sur lequel on peut tendre la grammaire, on peut tendre la ponctuation, on peut jouer sur la pagination, on peut jouer sur énormément de choses. On peut faire apparaître lentement les phrases aussi, comme je le fais au début, à travers cette espèce de commencement où les mots apparaissent, les lettres apparaissent, tout doucement à travers la ponctuation pour dire on est en train de charger le vent, on est en train de charger la réalité de ce monde, on démarre très doucement sur le rythme pur et puis on remplit ce rythme, quoi. Donc il y avait la volonté de faire ça, puis il y avait la volonté aussi de
de prolonger le livre et de l'étendre à travers une bande originale du livre. Et oui, là c'était intéressant aussi parce que finalement alors ça on ne la trouve que dans l'édition de La Volte, c'est-à-dire que, alors moi c'est l'édition que j'ai découverte, et donc ce qui est très amusant c'est qu'on achète l'ouvrage, on trouve un CD d'accompagnement. Alors là évidemment c'est pas du tout courant, surtout quand on découvre que c'est la musique originale, la bande son du livre. Ah ouais, complètement, ouais. Et en plus elle a été composée entièrement pour le livre, quoi, donc c'est une création. Ouais. Ça existe déjà, il y a quelques exemples comme ça, je crois, dans le roman noir de bande originale de livres comme ça, et qui souvent utilisaient des morceaux de jazz qui étaient déjà des standards ou des morceaux extrêmement assurés et confirmés. Et là, on a décidé carrément de partir du livre même. Arnaud Alivan, qui a fait cette bande son, m'a dit, moi voilà, c'est mon rêve, je ne voudrais pas faire une bande originale de film, je voudrais faire une bande originale de livre. Et il est parti vraiment du manuscrit et il s'est lâché, il a fait une sorte d'opéra rock un peu à sa façon, en maniant à la fois du raga muffin, de la techno, des musiques à la Ennio Morricone, des sons d'ambiance, des chants choraux qu'il a récupérés comme ça au Vietnam. Donc il a mélangé un peu tout ça et il a créé cette bande originale qui vient prendre sa place et je trouve prolonger l'univers en fait, c'est-à-dire qu'on peut l'écouter indépendamment de la horde, Oui, tout à fait. de la lecture, et puis on peut l'écouter pendant. Moi j'ai eu tous les types de réactions, ceux qui l'écoutaient avant, ceux qui l'écoutaient pendant, ceux qui l'écoutaient après, selon les modalités. Et c'est marrant quand ça se marie, moi j'aime bien quand les gens le lisent pendant, quand ça se marie avec l'univers, et on a effectivement plus qu'un livre, quoi. Oui, donc, Des plus riches, quoi. oui, donc finalement c'est... l'idée aujourd'hui, c'est comme on s'interroge sur le livre, la vision du livre, donc dans les littératures de l'imaginaire. C'est aussi un espace de liberté, les littératures de l'imaginaire. On peut se permettre ce type de mariage. Et ce qu'il y a finalement d'intéressant, c'est qu'en partant dans ces domaines, moi, je sais qu'également on peut trouver le blog avec des illustrations. Alors finalement, vous avez développé plusieurs éléments, du son, de l'image autour de l'ouvrage. Est-ce que finalement c'était donc juste la volonté d'enrichir, ou est-ce que derrière il y a peut-être l'idée, en tout cas moi je me pose la question, est-ce que le livre papier est un espace trop limité pour décider d'exploiter d'autres univers complémentaires? En fait c'est paradoxal parce que pour moi le livre papier est complètement autonome, autosuffisant, quoi. Il a sa puissance propre, il peut vraiment suffire à lui-même, mais en même temps, moi comme c'est un livre qui m'a pris 7 ans en fait à accomplir, j'ai eu 4 ans un peu de réflexion comme ça, et puis 3 ans vraiment d'écriture, vraiment à temps plein, j'étais isolé en Corse et je faisais que ça. Et quand j'ai fini le livre, je me suis dit c'est vraiment dommage parce qu'il y a énormément d'éléments que j'ai construits de cet univers-là, qui auraient des prolongements plus sensuels, donc musicaux notamment, ou optiques, quoi, à travers des illustrations, et que si je le faisais pas, était perdu, quoi. Et donc c'était pas de dire bah ça suffit pas, je pense que le livre suffit à lui-même, mais il y avait une sorte de bourgeonnement, d'excès dans l'univers que j'avais envie de déverser sur d'autres médiums, quoi. Donc ça m'a paru bien de pouvoir le faire. On l'a fait aussi sur la zone du dehors, on a fait un DVD avec le livre là dans l'édition de la Volte où là c'est pareil, on est parti sur du film d'animation, sur des maquettes de l'univers, sur plein de choses, quoi. Et voilà, ça permettait de vivre autrement l'univers, quoi. En fait, c'est plus que ce matériau serait perdu sinon, quoi. Et c'est dommage que si vous avez énormément de temps pour bâtir l'univers, c'est propre au littérature de l'imaginaire, nous on travaille très longtemps en amont pour bâtir l'univers et l'originalité de l'univers, et si vous perdez complètement ça, parce que le livre, effectivement, taille dru là-dedans et essaye de garder que l'essentiel, c'est dommage que certains éléments ne soient pas là, quoi. Oui. Mais dans ce sens-là, ouais. Ouais. Et c'est vrai que ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que quand on voit l'arrivée du livre numérique, beaucoup de personnes dans les discussions considèrent que dupliquer un livre dans le numérique n'a aucun intérêt, mais par contre, que l'espace du numérique va pouvoir permettre d'arriver sur des formats d'écriture où on va mettre de l'additionnel. Donc dans le même esprit, de mettre du son, de l'audio, de la vidéo, et donc de bouger les lignes du livre papier aujourd'hui. Donc finalement, à la lecture de la Horde, on pourrait presque se dire que ça pourrait tout de suite déjà basculer comme un livre numérique, ou du moins partir dans une autre vision, de construction de livre. Ouais, d'ailleurs, c'était un des premiers bouquins qui a été dans l'expérimentation, la Gallica 2, là, sur les bouquins contemporains passés en numérique. Et effectivement, on avait l'idée de passer les illustrations, les personnages, les blasons, etc. Ce qui
ce qui moi m'interroge beaucoup sur le livre numérique, c'est le fait que potentiellement on a effectivement ce rêve du livre enrichi, quand on se dit bon on va pouvoir déployer parallèlement au texte effectivement le son, l'image, des sous-textes, des liens, de l'interactivité, des connexions. Bon, et en même temps, voilà, le livre et les livres papier millénaires, on a un médium qui est absolument extraordinaire, quoi. Moi, je considère que la littérature comme ça, pure, le petit tas de lettres noires là, sur page blanche, a une puissance propre fabuleuse, et c'est un moyen pourtant extrêmement sobre, hein. Vous n'avez rien quand vous regardez une page, ça véhicule sensuellement absolument rien, mais par le langage, vous atteignez les zones du cerveau qui sont capables de vous restituer toutes les sensations de l'être humain, aussi bien l'olfaction, l'optique, le son, le chaud, le froid, le magnétisme, tout ce que vous voulez. Et moi j'appelle ça vraiment l'art du cerveau propre à la littérature, et le livre papier le permet, quoi, il le permet entièrement. Et j'ai l'impression que cette sobriété propre au livre papier, qui est sans atour, qui est sans effet, qui est sans prolongement, c'est ce qui lui donne une énorme puissance derrière, quoi, pour faire travailler l'imaginaire, pour lui donner vraiment tout son rayonnement. Et le problème, et ça va être très difficile, moi je pense, pour les créateurs qui vont arriver sur le livre numérique et qui vont essayer justement de le travailler de façon multimédia, c'est-à-dire de placer des sons à tels endroits, de créer des effets d'interactivité, de créer des sous-histoires ou même mettre de l'illustration, etc. C'est comment ce mariage-là, ce mariage multimédia-là, va pouvoir garder la même puissance d'imaginaire qu'est capable d'avoir le livre papier, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment pas gagné. Je pense qu'il faudra des artistes extrêmement complets pour arriver à la même capacité, au même rendement, je dirais, d'imaginaire, quoi. Et oui, parce que... C'est ça qui me fait un peu peur sur le livre numérique. Moi, c'est très tentant quand on est dans la SF comme je suis. Bon, oui. on suit très attentivement tout ce qui se passe, on suit les possibilités techniques, etc. On se dit, il y a des choses fabuleuses peut-être à faire. Et en même temps, je me dis, est-ce que je pourrais avoir la même qualité, le même rayonnement d'imaginaire que j'ai avec mon simple accumulation de lettres noires sur page blanche, quoi. Donc c'est intéressant. J'avoue que ça me travaille, quoi. Je suis pas encore convaincu, voilà. Ouais, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est vrai que quand on rentre peut-être dans l'additionnel, on vient effectivement se substituer à tout le travail du lecteur. Voilà, tout à fait. Ouais. Et moi, ça me rappelle juste un élément, à titre de lectrice et de libraire. J'ai toujours la volonté de lire le livre avant de voir l'adaptation au cinéma. Ouais, bien sûr. Voilà, et on peut avoir la situation de se dire que finalement, en ayant les images qui se sont apposées sur là où l'imaginaire aurait pu se construire, on a verrouillé nous-mêmes notre part d'imagination. Donc c'est vrai que cet équilibre-là n'est peut-être pas gagné, oui. Donc pour l'instant. Il faut se rendre compte que sur des éléments aussi particuliers, des univers originaux comme on essaie de les créer en science-fiction, en fantasy, en fantastique, c'est que il y a forcément, à cause de cette originalité, tout un pan, tout un champ à la fois géographique, sur les personnages, sur les systèmes sociaux, etc., que le lecteur doit créer lui-même, quoi, à partir de ce qu'on lui donne, quoi. Oui. Et il fait un travail, et c'est pour ça que les lecteurs de littérature imaginaire, c'est souvent des lecteurs particuliers qui sont, on s'en rend compte quand ils font les études, etc., qui sont des gens qui lisent beaucoup de choses, qui sont très transversaux, parce qu'ils ont la faculté, comme ça, de reformer, à partir d'éléments assez hétérogènes, comme ça, de reformer l'univers. Et donc, il y a un travail très fort, quoi. Il y a un travail du cerveau et de l'imaginaire du lecteur qui est vraiment puissant. Quand vous le remplacez ou l'adoucissez ou le substituez avec des images qu'on vous donne, avec des sons qu'on vous pose, avec la backstory derrière où on vous dit voilà l'histoire de ce personnage c'est ça, puis vous pouvez cliquer sur le lien et voir tout ce qu'il a fait. Bon, mais finalement, ouais, moi j'ai l'impression que ça peut tarir ce travail du lecteur en fait, quoi. Et aboutir à l'effet inverse de ce qu'on souhaitait, quoi, c'est-à-dire maximiser, enfin pour moi en tout cas, maximiser la capacité imaginaire du lecteur, quoi. Et oui, alors finalement dans cet équilibre où il faut que chacun, l'auteur, ait sa place de créativité et le lecteur sa place active d'imaginaire, de relais finalement sur la lecture. Alors il ressemblerait à quoi un petit peu le livre du futur pour Alain Damasio? Moi ce qui m'intéresserait en fait c'est d'utiliser les technologies d'écran souple qu'on voit apparaître, là vous savez c'est des feuilles de plastique extrêmement fines sur lesquelles vous pouvez imprimer n'importe quoi ou en tout cas faire passer n'importe quel texte et ces
formats-là qui vont pouvoir généraliser sur des murs entiers, même sur des sols, sur des routes, etc. Moi, c'est très de réinsérer le texte dans l'univers physique des gens, quoi. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la position de lecture, vous êtes assis dans votre fauteuil, vous avez votre livre ou votre tablette, e-book, etc. pour lire. Là, au contraire, moi j'avais un délire comme ça, j'aimerais bien le faire peut-être dans un roman, c'est quelqu'un comme ça, il part sur une route, comme ça, ça peut être aux États-Unis, par exemple, c'est cette espèce de route infinie qui débouche nulle part, et en fait toute la surface d'asphalte est couverte de ces écrans souples là, OLED, et en fait il avance et le texte se génère au fur et à mesure, et il lit les phrases comme ça, à même l'asphalte sur la route, sur des milliers de kilomètres comme ça, et il lit son livre en fait en conduisant comme un road movie comme ça, où le livre serait sur l'asphalte et se déploierait. Donc ça, moi j'adorerais faire ça, j'adorerais le faire aussi sur des petites surfaces, genre petits chemins, quoi, petits chemins de randonnée ou petits chemins urbains secrets, où il y aurait la capacité comme ça sur le sol à faire apparaître le texte, et soit sur un axe poétique, soit sur des courts récits comme ça. Et voilà, donc ce serait un livre qui serait, je dirais, grandeur nature, quoi, qui serait à la dimension de l'espace urbain ou naturel. Moi, c'est ça qui me ferait effectivement rêver. Ah ouais, ça fait rêver, ouais. Et alors, si on change de route, si on prend une autre direction, ça veut dire qu'on donne une autre direction aussi au livre. Ah ouais, il peut faire ça. C'est sur tout un c'est du boulot. toute une région, selon ce que vous prenez, vous tournez à droite, à gauche, vous revenez sur vos pas, etc. Le récit pourrait bifurquer comme on le fait en polar, quoi, avec des systèmes comme ça, arborescents, et scénarisés, création, quoi. Ouais, donc finalement, on se libère du côté objet et on reste vraiment à la lecture pure, finalement, c'est ça. Ouais, parce que moi, j'ai peur que le côté objet des liseuses et des tablettes comme ça multimédia nous bloque, en fait, sur ce qu'on a l'habitude de faire sur Internet. C'est-à-dire qu'on clique, on manipule, on fait apparaître l'image, on écoute le morceau de musique, vous voyez. On est dans cette interactivité qui est assez pauvre, qui est en fait à base de clics de souris, et on est finalement bloqué devant un écran. On n'est pas projeté dans le monde, on n'avance pas, on n'est pas bousculé. Voilà, j'ai l'impression qu'on resterait trop dans quelque chose qu'on connaît, et que donc ça me fait pas très rêver les possibilités multimédia sur la petite tablette, et avec c'est comme un site internet pour moi, un peu interactif, un peu développé, voilà. Mais alors que ces écrans, c'est fabuleux, la nécessité de les mettre sur des surfaces très grandes, ça c'est intéressant, quoi. C'est vraiment intéressant. Oui, de la poser au réel. Aujourd'hui il y a beaucoup de discussions sur ce qu'on appelle la réalité augmentée. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. C'est ce qu'aborde Werner Venge dans Rainbow's End aussi, mais donc il y a déjà, il y a des visions comme ça. Bon, ben très bien. Donc, en attendant le livre Road Movie, qui est donc le prochain projet. Non, c'est ça. Et voilà, bon, ça va demander pas mal de moyens, un bon financement. C'est l'éditeur. C'est peut-être sur un petit chemin comme ça, une petite boucle comme ça, une centaine de mètres, mais on pourrait faire des choses très belles, très poétiques comme ça, avec. Je pense que les éditions de La Volte sont très contentes de savoir qu'elles vont budgétiser. Les poétiques, ça, je fais de la randonnée avec mon éditeur Mathias Deschenel, donc là je vais le travailler au corps pour. Je pense que c'est indispensable. Les dernières possibilités. Ce qui est marrant aussi, c'est que pour moi, si je reviens au livre papier, qui s'appelle vraiment le livre nu, c'est que, à mon sens, on n'a absolument pas fait encore le tour, ni exploité toutes les possibilités du livre papier, quoi. On est encore, quand on voit justement la Maison des Feuilles là, de Dostoïevski, tout ce qu'il arrive à faire, tout ce qu'il utilise sur je sais pas, 500, 700 pages, je sais plus, c'est fabuleux, quoi. Et on est très loin d'avoir été au bout, quoi. Donc quand les gens arrivent en disant on va faire des livres enrichis, on va faire des livres numériques, etc., vous allez voir, ça va développer. Ouais, je dis super, mais déjà allons au bout de ce que peut le livre papier, et on est très loin de l'avoir fait, je pense. Moi, sur mon prochain livre, en tout cas sur les furtifs, il va y avoir un travail assez important sur des découpes. En fait, il va y avoir des découpes à travers les pages qui permettront de sauter plusieurs pages plus loin, de lire à travers les découpes, de revenir ensuite quand tu tournes la page sur ce qui a été écrit deux pages plus tôt, quoi. Donc comme ça, de créer des cases, de créer des trous dans la page, et de jouer vraiment sur le livre-objet et cette capacité de traverser les pages et de... Donc c'est des petites choses, mais qui peuvent produire des effets tout à fait puissants, je pense. Ouais. Bon, ça fait déjà une bonne mise en bouche, et donc maintenant ça va vous obliger à travailler, puisqu'on a envie de lire les furtifs. Ça y est, on a envie de lire les furtifs. Bon, mais c'est parfait. Donc, en attendant de découvrir ce prochain livre et d'exploiter vraiment complètement les possibilités du livre papier tel qu'on le connaît, tout à fait. on va terminer maintenant, quoi.
le voyage dans les hypermondes se poursuit, hein. Voilà, c'était une de nos escales. Donc je vous remercie donc d'avoir pris place à bord de notre vaisseau. Et je rappelle vos œuvres, donc on peut déjà découvrir avec déjà ce travail. Donc c'est la Horde du Contrevent dont on a parlé. La Zone du Dehors, donc qui a été rééditée effectivement à la Volte également. Et donc on peut aussi trouver deux ouvrages qui sont des recueils de nouvelles avec ceux qui nous veulent du bien et les jardins schizologiques. Alors pour clôturer Alain Damasio, parce qu'ici c'est mille-et-un-libraire.com, j'ai une question importante, périlleuse et difficile. Alain Damasio, c'est qui votre libraire? D'accord, depuis que j'ai déménagé à Marseille, là, depuis 3 ans, maintenant je suis à Prado Paradis, en fait. Voilà, c'est Parfait. le libraire que je côtoie et que je vais voir régulièrement. Et que vous conseillez donc? Ah oui, oui, tout à fait, ouais. La Voilà. librairie est très, très agréable. Et les gens sont aussi très sympas, quoi. On s'y sent bien, quoi. Il y a 2 étages, on est tout à fait à l'aise. Il y a un étage un peu philo, sociaux et littérature jeunesse. Et puis il y a un rez-de-chaussée. Ça, j'aime bien, moi, les librairies à 2 niveaux comme ça. On peut avoir ses espaces à soi. C'est important. Bon, ben Alain Damasio, bon vent. Parce que après la Horde du Contrevent et donc les Furtifs. Et merci pour avoir inauguré cette première émission d'Hypermonde. Ouais, c'était un plaisir. Mais également, et donc à bientôt à vous tous pour une prochaine émission. En apesanteur, tout repère dilué, roc ou berge, nous flottions. Nous flottions en pleine flaque, avec de l'eau à mont, des kilomètres cubes d'eau devant nous sur une distance qui ne se mesurait plus que dans une unité qui s'appelait le courage. De l'eau entre nous et l'aval, qui s'accroissait chaque jour davantage, chaque jour rendrait notre choix plus irrémédiable. De l'eau au sud et au nord, de l'eau d'infiltration et de source, de l'eau de pluie, de l'eau à noyer un désert et ses hordes, et aucun point du buté sur l'horizon, rien pour guider ou fixer, hormis la vague qui arrivait sur nous, et la vague d'après cette vague, indifférente et mécanique, montante et descendante, à tel point que nous nagions dans une couche de somnolence liquide, à la limite souple du songe. Jamais tout à fait éveillés, nous avancions cependant, crête après crête, creux sur creux, ballottés comme bouchons, solubles dans la fatigue, avec ces poissons à bras et à jambes, ondulant tout autour, comme un rappel, ces camarades de vague, ma seule île, épousant l'eau de gré, souvent de force, la bouche salée et le nez bouché, ma seule île mobile, ses 22 corps en mouvement, la horde, nous. La folie n'est plus folle dès qu'elle est collective. Je crois que j'aurais pu faire n'importe quoi, le plus absurde, tant que nous le ferions ensemble. Ensemble, je sentais la puissance de chacun, physique et mentale. J'avais confiance en nous. Et j'éprouvais cette profondeur du lien qui nous cousait à même la vague. Ensemble, les 20 ridicules mètres carrés de peau blanche que nous occupions sur la surface immense de cette flaque délimitaient une poche de résistance, d'un grain hermétique à la dilution générale.